Merci beaucoup François Jarige pour cet exposé et encore une fois merci beaucoup à Eric Bézia également. Donc voilà, ces deux conférences donc, sont ouvertes au débat et on s'imagine évidemment que vos questions sont nombreuses. C'est pas vraiment une question, mais vous avez parlé de trois raisons qui ont finalement fait développer l'utilisation des véhicules automobiles. Vous n'avez pas parlé des intentions politiques, parce que il faut quand même pas oublier que ce sont les politiques qui ont mis la voiture enfin, qui ont permis au peuple d'acheter des voitures. Le premier, c'est Hitler, avec la Volkswagen. Hitler a demandé à Porsche de fabriquer une voiture populaire. Ça a été fait. En France, après la guerre, on a eu la Régie nationale des usines Renault qui a fabriqué la 4 chevaux à la portée de tout le monde. Après, il y a eu la 2 chevaux. Mais il y a cet aspect de la volonté politique n'est pas à négliger, me semble-t-il. Est-ce que vous voulez répondre tout de suite ou on prend plusieurs questions? Moi, c'est différent comme question. Ça concerne le premier intervenant. Vous avez parlé de la voiture particulière, mais les pollueurs, les plus grands pollueurs, pour moi, c'est pas les voitures, c'est aussi les poids lourds. Et les poids lourds étaient soumis aux mêmes règles, Euro jusqu'à Euro 6. Et ce que je voulais savoir, parce que là, j'ai pas du tout la réponse, est-ce qu'il y a eu aussi des tentatives de fraude pour les poids lourds, pour les bus, pour les cars? Est-ce qu'il y a une troisième question ou on va aux réponses? Donc vous pouvez répondre et on prendra après d'autres questions. Enfin, j'ai pas vraiment de réponse, je suis totalement d'accord. Enfin, c'est un point important. Alors, oui, bien sûr, c'est très important. Le rôle de l'État pour permettre l'accès à la voiture est très important, même s'il y a des différences aussi très fortes selon les pays. Il y a un point que j'ai pas évoqué, mais dans la question de l'histoire des lobbies de l'industrie automobile, puisque c'est de ça qui nous occupe ce soir, il y a un point que j'ai oublié de rappeler, mais qui est assez important. Il y a des historiens qui ont montré que le démantèlement des réseaux de tramway, qui étaient extrêmement importants, extrêmement développés à la sortie de la Première Guerre mondiale, est en partie le résultat d'une action très offensive des constructeurs automobiles qui rachetaient les compagnies de tramway pour les démanteler et pour pouvoir ensuite donner la voiture, en fait, dans l'espace urbain, à la circulation automobile. Alors la situation varie selon les pays. Aux États-Unis, ça paraît assez net que dans les années 1920, la disparition des tramways qui étaient installés dans toutes les grandes villes de la côte Est ont été démantelés sous la pression de l'industrie automobile pour faire place nette à la voiture. Bon, après, évidemment, il y a des subtilités selon chaque pays. Mais je dirais que l'État, en fait, c'est l'acteur transversal à ce que j'ai raconté. Puisque, oui, c'est un acteur central. Mais en partie pour les raisons que j'ai évoquées, parce que l'industrie automobile était un acteur économique important, une source de croissance, de revenus, d'emplois, et donc il y avait tout intérêt à le développer. Alors, sur les poids lourds, en effet, on est à Euro 6 également. Alors, je voudrais pas m'avancer plus que ça, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de cas en tout cas similaire à celui qu'on peut trouver dans l'automobile. Il me semble, mais c'est à vérifier, que la norme Euro 6, justement, et ça c'est peut-être une piste intéressante à suivre, oblige le poids lourd à avoir une sorte de mouchard dans le moteur qui va suivre la conduite en temps réel. Ce qui crée une différence avec la réglementation pour les véhicules particuliers. Voilà. Maintenant, c'est pas un sujet que j'ai travaillé de façon approfondie, donc je voudrais pas. C'est pas une réponse garantie 100% réelle. Voilà. Mais moi, j'ai pas entendu parler de sujets comme ça, de triche et d'une organisation de l'industrie qui s'est organisée à ce point-là. Maintenant, le but, quand même, malgré tout, de tout ça, c'est d'optimiser. À chaque fois, on essaye d'optimiser des coûts. Hein.
L'industrie, elle est vraiment dans cette logique-là. Donc on a des contraintes, on a des coûts qui vont en face, il va falloir optimiser. Donc probablement que quand même l'industrie du camion cherche aussi à optimiser ses coûts face à ces contraintes. Est-ce que je peux prendre 3 autres questions? Voilà, une question ici. Donc moi, je voulais parler, après les poids lourds, des avions, et puis surtout des porte-conteneurs, puisque apparemment, un porte-conteneur, ça pollue autant que 70 000 voitures. Donc c'est bateau de croisière et porte-conteneurs. Voilà. Okay. Moi, j'avais une question concernant le diesel propre, puisque ça a été évoqué aussi récemment, le fait qu'il y a une sorte d'action des lobbies automobiles sur le diesel propre et le fait de pouvoir faire classer les voitures diesel propre en critère 1. Voilà, il y a une histoire comme ça, donc si vous pouviez en dire un peu plus là-dessus. Merci. Alors, sans le vouloir, ma question va être très complémentaire des 2 précédentes. Si on extrait une tonne de pétrole, on va, quand on va le raffiner, en sortir une certaine quantité de gaz, ensuite une certaine quantité d'essence, ensuite une certaine quantité de kérosène, je crois que c'est en cet ordre-là, ensuite ça va être du diesel propre, ensuite du diesel très sale qui va être brûlé par des bateaux, et ensuite des huiles. Si imaginons un simple effet de l'imagination, parce que maintenant il paraît que les véhicules à essence ne polluent pas, enfin du moins je l'ai entendu un peu partout dans la bouche de beaucoup de gens, que tout le monde se mette à l'essence. Mais qu'est-ce qu'on va faire du diesel? On va le jeter à la mer, on va le brûler, on va le stocker, voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas un industriel de l'automobile dans la salle, parce que moi je ne peux pas répondre à ça. Mais c'est une question majeure, oui, bien sûr. Puisque, oui. D'ailleurs, c'est la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a développé le diesel si fortement, qui n'a pas été évoqué dans les années, à partir des années 70-80 en Europe et pas aux États-Unis. Je ne sais pas si. Moi, c'est une question. Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre, mais je ne suis pas sûr que je satisferai tout le monde. Alors, pour ce qui est des avions et des porte-conteneurs, il y a effectivement beaucoup moins de réglementation sur les émissions. En effet, il est question de réguler ça. Il y a des industriels qui sont prêts à proposer des solutions. Donc ça va peut-être motiver la réglementation européenne à faire ça, mais il y a effectivement, par exemple, on a le français Faurecia qui a des solutions pour Faurecia, donc il y a un équipementier automobile, mais qui s'intéresse aussi aux très gros poids lourds ou aux très très gros bateaux, et qui a des solutions pour dépolluer une partie des émissions des bateaux. Mais voilà, effectivement, on n'est pas du tout au même niveau de... Oui, alors il y a aussi cette évolution-là qui existe aussi sur les poids lourds, d'aller vers des solutions nouvelles qui sont un peu différentes. Alors il y a le gaz, il y a l'hydrogène qui a... Mais on n'a pas que on a aussi les trains. Les trains diesel sont très polluants. Ça, c'est aussi un problème. En particulier quand on a des TER diesel qui sont sur des lignes non électrifiées, donc qui arrivent dans des villes importantes, ils polluent beaucoup. Donc là non plus, on n'a pas du tout le même niveau d'exigence sur ces moteurs-là qu'on l'a sur les moteurs de véhicules automobiles. Alors, je ne me rappelle plus. Oui, alors sur la tonne de pétrole, alors là, je pense que j'atteins mes limites, mais il me semble que le diesel, c'est un oui. Mais du coup, si on raffine pas l'essence, enfin on sort pas du diesel comme ça. Il faut
il y a un processus industriel qui amène vers le diesel. Donc, c'est pas comme si on avait un produit qui était là enfin, il me semble, hein, mais voilà, je suis pas sûr. Et encore une fois, j'atteins mes limites. D'ailleurs, les moteurs diesel consomment très bien de l'huile, je vais tester. Là, vous en savez beaucoup plus que moi là-dessus. Alors, pour ce qui est effectivement du diesel propre, il y a en ce moment, alors vous connaissez peut-être ou vous connaissez pas la vignette critère, on est censé obligatoirement l'avoir dans Paris puisque c'est une zone contrôle des émissions. Donc la vignette critère, il y a plusieurs numéros. La vignette 0, c'est quand vous n'émettez aucun gaz, c'est pour les véhicules électriques ou hydrogène, mais qui est en fait une voiture électrique. Ou alors, vous avez le critère 1 qui est pour les hybrides ou les essences Euro 6. Et ensuite, si vous êtes un diesel de nouvelle génération, c'est-à-dire Euro 6, vous êtes en critère 2. Or, en ce moment, il y a des discussions au gouvernement, en particulier poussées par le ministère de l'économie et lui-même poussé par pas mal d'industriels, enfin en particulier les constructeurs français, Renault et PSA, à travers leur organe de lobbying qui s'appelle le Comité des constructeurs français d'automobiles, le CCFA, pour qu'on fasse passer les diesels de nouvelle génération, de dernière génération, en critère 1. Alors leur argumentaire, c'est avec la nouvelle norme, depuis le mois de septembre de cette année, on a un nouveau cycle, une nouvelle façon d'homologuer les véhicules qui intègre ce qu'on appelle un nouveau cycle d'homologation et qui est plus proche de la conduite, une conduite réaliste, on va dire, même si ce n'est pas encore très nerveux comme conduite, mais c'est plus proche d'une conduite réaliste que le précédent cycle. Donc là, j'avais une petite présentation, si on veut une explication. Voilà, on a les deux cycles là qui sont présentés. Donc l'ancien cycle s'appelle NEDC, le nouveau s'appelle WLTP. Et donc ce WLTP, il est par ailleurs... bon, alors c'est extrêmement compliqué, hein, c'est une vraie usine à gaz, ces histoires de nouvelles normes. Mais grosso modo, on va, pour la plupart des nouvelles voitures, qu'on appelle pour la norme Euro 6 TAMP, avoir un système de validation pour les NOx par la conduite réelle. C'est-à-dire qu'on va passe plus seulement être en laboratoire pour l'homologation, mais aussi en conduite réelle. Simplement, les constructeurs ont dit « Oh là là, mais on ne va jamais y arriver », donc ils ont demandé ce qu'ils appellent un facteur de conformité, c'est-à-dire qu'en conduite réelle, on aura le droit d'émettre en fait 2,5 fois la norme en NOx, c'est-à-dire on doit être à 2,1 fois, je ne me rappelle plus. Enfin, en tout cas, donc il y a un facteur qui leur permet de dépasser la norme en conduite réelle. Mais sur ces véhicules-là, donc les constructeurs et l'industrie et Bercy, le ministère de l'économie, disent oui, c'est du diesel propre, on peut être en critère 1 parce qu'ils n'émettent pas plus de particules que les moteurs essence et ils émettent très peu de NOx. Vraiment, on arrive à réduire dans la réalité. Voilà. Pour le moment, le gouvernement, le ministère de l'Environnement a dit non, semble-t-il. Hein. Il y a eu le 28 janvier une réunion interministérielle qui a conclu au statu quo, mais Bercy est toujours là avec cette idée-là. Donc effectivement, il y a une pression de groupes de pression automobile pour
reverdir, si on peut dire, le diesel de nouvelle génération. Je peux te dire un mot? Moi, j'ai l'impression que ce qui est compliqué avec ces histoires de diesel, c'est qu'il y a une ambivalence, parce qu'en fait, il y a deux types de pollution qui s'affrontent, il y a une forme de rivalité, puisque ces moteurs à explosion émettent des gaz qui sont à l'origine du réchauffement climatique et émettent des substances qui sont considérées comme dangereuses pour la population. Il y a les deux types de pollution. Or, l'avantage, le diesel, en fait, en focalisant sur le diesel, on noie un peu le poisson, parce qu'en réalité, le diesel a aussi des avantages. C'est-à-dire que le diesel émet moins de CO2, et en plus, le rendement du moteur est meilleur. C'est-à-dire qu'on consomme moins pour faire la même distance. Donc, mais le diesel émet davantage de particules fines responsables des problèmes sanitaires en ville. Donc, or apparemment, avec effectivement les différents filtres qu'ils ont mis en place, le diesel, peut-être que, enfin, je ne sais pas s'il faut faire confiance, mais le diesel émettra pas beaucoup plus de particules fines, enfin, c'est l'expert de nous dire, que l'essence dans les quelques années qui viennent. Donc dans ce cas-là, pourquoi focaliser sur le diesel s'il émet pas plus de particules fines dangereuses pour la population, et s'il a un meilleur rendement et émet moins de gaz à effet de serre. Donc là, on est dans une situation quand même compliquée, parce que... Oui, bien sûr, sans doute. Mais au fond, le problème, c'est que se focaliser sur le diesel, le problème de l'automobile, c'est pas le diesel, c'est l'automobile. Et ça, il me semble que le débat, les énormes débats qu'il y a eu depuis 2-3 ans sur le Dieselgate ont été comme une sorte de manière de détourner, enfin je ne veux pas tomber dans une théorie du complot simpliste, mais de détourner un peu l'intention de ce problème plus global. Et diesel propre, voiture propre, il y a un moment, les mots doivent avoir un sens. Il faut qu'on arrête d'utiliser, je crois, du langage qui est faux. C'est-à-dire que les industriels vont dire il y a du diesel propre ou du... Et à propos de diesel propre, ce qui est... c'est pas à nous de reprendre le langage publicitaire des constructeurs. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, c'est que la grande campagne de Volkswagen, juste avant, peut-être 2 ans avant le Dieselgate, c'était « ça y est, on a le diesel propre ». C'était vraiment, c'était leur axe de communication. Donc c'était le Blue Moteur. Vraiment, c'était leur position de communication. Mais c'est terrible que la presse reprenne ce genre de communication, alors qu'elle devrait être la première à vraiment... Non, je ne parle pas forcément de vous. Hein. Mais je me souviin d'articles... Non, je ne parle pas forcément du Monde, de vous, mais... Je me souviens de cette campagne de communication et je lisais des articles dans la presse où effectivement il y avait à peine de distance critique, un tout petit peu, c'est pas possible là. Je pense que les mots ont un sens et on est contaminé par des mots qui ont complètement plus de sens et il faut bien sortir de la civilisation automobile, il faut le dire, et donc il ne faut pas en permanence faire du marketing sur des voitures propres, puisque ça n'existe pas. Une voiture, par définition, c'est pas propre, et c'est pas grave, mais il faut juste le savoir il faut juste le savoir et l'accepter pour pouvoir en faire un usage qui puisse être un minimum acceptable. Or là, l'usage qu'on en fait n'est pas acceptable, c'est ça le problème. C'est un exemple typique de ce double langage et de ces oxymores qui prolifèrent. Et développement durable. Parmi les oxymores problématiques. Non, c'est bon. Alors justement, oui, je voulais savoir, le phénomène Dieselgate a-t-il eu une incidence sur l'attitude des consommateurs? Est-ce que suite au Dieselgate, vraiment, les gens se sont détournés alors de Volkswagen ou pas? Mais j'ai pas l'impression, quand je vois le parc automobile autour de moi français, et notamment des SUV, on voit de plus en plus d'Audi, de Volkswagen, de SUV, ça c'est vrai. Hein. Et voilà, donc en fait c'est vrai, est-ce que vraiment, il y a un petit peu, je partage l'avis de notre historien, c'est que la voiture est tellement ancrée dans nos modes de civilisation et de fonctionnement, que même s'il y a des scandales, je ne suis pas sûre que c'est un impact significatif sur le comportement des gens et qu'on se remette en question sur l'usage ou pas de la voiture. Alors, il y a plusieurs choses quand même. Pour ce qui concerne le diesel, il y a eu une accélération de la baisse des gens, et en particulier des particuliers, qui achètent du diesel. Quand j'ai donné un chiffre tout à l'heure qui est 1/3 des voitures neuves sont achetées en diesel. Mais il faut savoir que la moitié des voitures neuves sont achetées dans ce qu'on appelle des flottes automobiles ou des professionnels. Donc ce ne sont pas des particuliers qui les achètent.
Et ces flottes automobiles achètent encore massivement du diesel parce que c'est des voitures qui roulent beaucoup et que dans leur calcul économique, c'est encore avantageux et qu'il y a encore aussi un avantage fiscal qui est en train de se... Mais, donc dans leur calcul économique, ils font strictement un calcul. C'est encore avantageux d'acheter du diesel. Donc sur 1 million de voitures, on est plutôt à un taux de 60%. De diesel. Donc ça veut dire que sur l'autre million, on est vraiment les gens vraiment, les particuliers, les vrais gens, on va dire, eux, ils achètent vraiment très peu de diesel maintenant. Donc là, il y a... Alors, sauf que les vrais gens, ils achètent surtout des voitures d'occasion, puisque ça fait 1 million qui achètent du neuf et 5 millions qui achètent de l'occasion. Donc là, par contre, sur l'occasion, on est à mais ça baisse aussi, et la difficulté de l'occasion, c'est que sur le marché de l'occasion, en ce moment, les gens veulent acheter de l'essence et il n'y en a pas. Et donc, voilà. Donc ça c'est... donc il y a un phénomène. Il y a aussi un phénomène, c'est que sous la pression de l'opinion publique quand même, hein, mais qui va passer par des associations, etc., il y a des endroits où le diesel ne sera plus autorisé. Il y a l'exemple tout à fait particulier de Stuttgart. Stuttgart, c'est une ville allemande. À Stuttgart, il y a le siège de Daimler et il y a le siège de Bosch. Eh bien, à Stuttgart, il y a des associations qui ont saisi la justice allemande pour interdire les diesels de génération Euro 4 et avant. Et la justice allemande a confirmé cette interdiction. Et du coup, dans une des capitales allemandes du diesel, on ne pourra plus rouler avec des diesels anciens. Donc il y a quand même des mouvements. Alors c'est vrai par contre que pour ce qui est de Volkswagen, il y a eu un impact quasi nul économique sur les ventes. Et puis pour ce qui est du goût des acheteurs de voitures pour les grosses voitures, ça, effectivement, les SUV, c'est une absurdité. C'est une absurdité. Ce sont des voitures qui sont poussées, qui sont goûtées par les acheteurs, mais qui sont aussi poussées fortement. Parce que c'est une industrie qui crée sa propre demande. C'est-à-dire que il faut savoir que c'est une industrie qui va pousser des modèles et donc qui va créer la demande. Et on marge sur le même véhicule, on marge presque 2 fois plus sur un SUV, c'est-à-dire qu'on gagne 2 fois plus d'argent, parce qu'en réalité c'est la même voiture, hein, c'est la même plateforme technique, et on met simplement une silhouette un peu différente et puis un peu plus agressive, on lui met voilà. Alors, je vais poser donc l'avant-dernière. Merci. Juste pour revenir sur les expressions que l'on emploie, et comme le terme tout à l'heure de diesel propre. Quand vous achetez une voiture, quand vous regardez ses caractéristiques, vous parlez de sa consommation en litres de carburant pour 100 km. Mais quand vous parlez de la pollution qu'elle dégage, vous parlez donc en grammes, mais au kilomètre. C'est déjà une différence notoire. Si vous revenez sur la publicité qui a été faite, vous voyez qu'elle consomme 4 litres et 98 grammes. Si vous mettez ça sur 100 km, c'est 9,8 kg. Ça fait réfléchir. Rien à ajouter. Excellente remarque. Alors, comme on avance dans le temps, je me permets d'en poser une dernière question, parce que je suis assez frappé par tout ce qui se dit aujourd'hui sur toute l'histoire et la situation contemporaine sur la voiture. Je me demande si la voiture, c'est surtout à l'historien que je pose cette question, est-ce que la voiture n'est pas le modèle qui pourrait raconter notre société moderne, puisque elle est la capacité à créer du désir à travers sa publicité, et ce que vient de dire M. Béziat, c'est-à-dire on arrive même à vendre du SUV alors que tout le monde est en train de crier la fin du monde qui arrive. Ça marche quand même. Bref, elle est aussi un modèle d'influence
des industries sur l'État, comme vous l'avez très bien décrit. Est-ce que ce n'est pas un modèle? Et puis, il faut dire aussi que elle a modelé nos espaces, notre géographie, puisque toute l'urbanisation va être faite en fonction de la voiture depuis les années 60. C'est-à-dire aujourd'hui, la grande difficulté, c'est de sortir l'urbanisme de l'influence de la voiture. Ah oui, enfin, la question est un peu trop grosse pour que j'y réponde vraiment, mais je ferai juste une référence à Roland Barthes. Dans les mythologies de Roland Barthes, il avait mis la voiture comme d'une des grandes mythologies modernes. La voiture, c'était comme la cathédrale au Moyen-Âge, c'est-à-dire une création collective faite par des anonymes et qui témoigne de la grandeur de l'époque. C'était un peu ça, la voiture. C'était la cathédrale du XXe siècle, en réalité. C'était pas les gratte-ciel, c'était plutôt l'automobile. Eh bien, nous sommes obligés d'approcher de la fin et je ne vois personne ne veut me voler le micro. Donc, si, d'accord. Une dernière, alors. Une dernière question. Le seul qui a le droit de poser une question. Oui, j'aurais voulu votre avis sur le côté sociétal de l'histoire. On a dit qu'on allait directement vers le tout électrique. Quiz de nos ouvriers, de nos garagistes. Qu'est-ce qu'on va faire tous ces gens-là? Est-ce que dans l'histoire, il y a déjà eu un défi pareil? Je pense qu'il y en a eu. Je pense au jacquard, au métier jacquard à l'époque, qui a fait des... Peut-être avant que l'historien réponde de façon plus large. Effectivement, c'est une préoccupation pour parce que on a beaucoup moins de pièces en mouvement dans un moteur électrique. La technologie d'un moteur électrique est extrêmement simple. La technologie d'un véhicule électrique est dans la batterie, qui n'est pas produite en Europe, en général, qui est produite en Asie, et singulièrement en Chine. Enfin, la cellule est produite en Asie. Par ailleurs, on a beaucoup moins de fluide dans un véhicule électrique, on a beaucoup moins de maintenance. On estime que il y a eu une étude de la banque UPS qui a comparé un véhicule électrique et un véhicule thermique, et il estimait que au bout de la première révision pour un véhicule électrique, c'était plus de 200 000 km. Voilà, alors qu'on sait bien que pour un véhicule thermique, c'est pas ça. Donc effectivement, il y a un souci sur l'emploi. En Allemagne, ils sont assez inquiets de ça, parce que c'est important de... Voilà. Donc effectivement, c'est une préoccupation. Je ne sais pas quoi dire, c'est une question très compliquée. Évidemment, dans l'histoire, il y a déjà eu ce débat. Je dirais même que c'est un débat récurrent, permanent, qui revient tout le temps, avec des conflits. Moins Jacquard, parce que le métier Jacquard ne supprimait pas vraiment des emplois, et il y a un mythe autour du métier Jacquard qui aurait été brisé, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a eu des émeutes à cette époque-là contre des machines qui supprimaient des emplois. C'est une question récurrente. Donc évidemment, il y a un problème des emplois. Je soulignerai juste deux choses. Déjà, la question de l'emploi, il faut bien rappeler que c'est un élément fondamental du discours des constructeurs depuis le début, et de tous les grands industriels pour justifier les pratiques, y compris les plus polluantes. La grande industrie chimique était condamnée dans les années 70 pour ses productions, disait l'emploi. Alors dans le cas de l'automobile, c'est vrai qu'il y a une masse salariale très importante. Donc déjà, on ne va pas supprimer les voitures tout de suite. Elles ne vont pas disparaître très rapidement. D'autre part, déjà, il y a eu beaucoup de délocalisation. Donc la part des emplois dans le secteur automobile a beaucoup diminué dans les 30 ou 40 dernières années. Et là, ça pose la question, mais là, on va partir un peu loin, ça pose la question finalement de choix de société, de mode d'organisation économique, de qu'est-ce qu'il faut redensifier en travail, qu'est-ce qu'il faut diminuer en travail. Il y a sans doute des secteurs, s'il y a des emplois qui sont perdus, ça va se faire progressivement, mais c'est peut-être inéluctable et c'est peut-être pas plus grave, c'est peut-être pas plus mal. Et il y a d'autres secteurs où il y a quasiment plus d'emplois et on peut redensifier en travail. Alors là, moi je formule une hypothèse comme ça, par exemple, aujourd'hui il y a plus de 300 000 agriculteurs pour nourrir 70 millions d'habitants. Je ne trouverais pas ça absurde qu'on ait un peu plus d'agriculteurs, alors que toutes les politiques publiques vont vers l'élimination des derniers qui subsistent. Alors qu'il y a plein de gens qui aimeraient s'installer en agriculture mais qui ne peuvent pas pour des raisons très concrètes d'accès au foncier, d'organisation. Donc cette question de l'emploi, elle est compliquée, mais il faut la penser dans sa globalité. Sinon on prend chaque secteur individuel
individuellement, et chaque secteur industriel pourra vous dire on ne peut pas remettre en cause cette activité, parce que cette activité est productrice d'emplois. Mais oui, mais on peut pas poser la question dans ces termes-là, parce que sinon on n'avancera jamais. Mais c'est une question énorme que vous avez posée. Bon, est-ce qu'on va se diriger vers la fin parce qu'on doit rendre la salle. En tout cas, merci aux deux intervenants. Excellente intervention. Merci à vous pour vos excellentes questions. Je voulais juste faire un petit commentaire, reprendre un commentaire de François Jarige qui dit que les historiens sont là pour nous faire prendre du recul sur notre propre société, pour imaginer d'autres possibles. Je pense que vous venez de résumer aussi ce qu'est l'intention de cette université populaire, et c'est pour ça aussi qu'on donne une place permanente aux historiens de l'environnement et aux historiens en général dans cette université. Merci beaucoup.